Bon, l'essentiel, on peut le résumer en 3 mots. Israël ne fait pas comme les autres États. Israël ne fait pas comme les autres États. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle obtient des résultats exceptionnels, mais personne n'en parle. En dehors, bien sûr, de nos alliés qui nous demandent de l'aide. La première chose qu'il faut comprendre, c'est l'approche. L'approche, elle vient du judaïsme. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que, par exemple, la crise de l'environnement vient de comportements coupables des hommes, des usines, etc. Le judaïsme dit que le monde a été créé imparfait et que le rôle des hommes, c'est de le rendre parfait, de le modifier. Et nous voyons notre rôle en Israël, en permanence, de créer un pays dans lequel tous les problèmes de l'environnement auront une solution qui permettront de mieux vivre. La deuxième chose que je veux dire, c'est la méthode, les méthodes mises en œuvre. Nous ne pensons pas que la solution de diffuser la peur, les appréhensions, les risques de catastrophe, ce que actuellement se fait au niveau de la pandémie d'ailleurs, est quelque chose qui permette de mobiliser la population pour résoudre un problème. Au contraire, ça la paralyse et ça rend la possibilité de résoudre le problème très peu, disons, réaliste. Nous pensons, nous, que ce qu'a dit Norbert est tout à fait exact, qu'il faut chercher des solutions qui combinent l'action des autorités nationales, des autorités régionales et des autorités et des individus. Je vais prendre un exemple. Les autorités nationales ont décidé que, puisque nous avons du gaz naturel, nous allons l'utiliser au maximum et donc nous allons l'utiliser dans des usines de production d'électricité ou de production d'énergie qui sont celles qui sont actuellement disponibles en Israël. Une région, celle d'Elat et Lot, a dit non. Nous, ce qu'on veut, c'est développer immédiatement des énergies solaires pour produire à 100% nos besoins. Eh bien, elle l'a fait. Elle l'a fait avec un appui de tous les résultats, de toutes les énergies locales, des innovateurs. Et aujourd'hui, cette région est une énorme exportatrice de solutions de production d'énergie solaire dans le monde. La grande société israélienne qui fait cela est dirigée par des Haverim du kibbutz Ketura. Donc voilà. Deuxième chose que je voudrais dire pour aller plus vite, c'est qu'il y a une autre dimension en Israël qui n'existe nulle part, c'est que Israël considère qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du peuple juif. Le mouvement sioniste, dès 1901, sous l'impulsion donc de ses dirigeants, a créé un fonds national juif dans lequel l'idée était qu'on va racheter les terres, les pirer, les mettre en valeur au nom du peuple juif. Et ces terres ne sont pas, on ne peut pas les vendre. Quand on peut, par exemple, quand on les met à disposition d'un village sur le plan touristique ou d'une usine, on le fait dans un cadre de 99 ans et à condition que le village fasse ce qu'on veut, c'est-à-dire que fasse quelque chose d'un point de vue agricole excellent ou fasse une usine excellente, etc. S'il ne le fait pas, on lui retire sa terre. La terre n'appartient pas aux particuliers qui l'utilisent. Elle appartient au peuple juif, puisque le mouvement sioniste est de dire que tout ce que nous faisons est destiné à modifier l'environnement
de façon à pouvoir permettre la venue en Israël de tout le peuple juif. C'est une première chose qui a été faite déjà de 1901, et c'est quelque chose qui est devenu extraordinaire puisqu'on a planté 6 millions d'arbres alors qu'il n'y avait quasiment pas, du fait que tout avait été arraché par l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, 10% de la terre est utilisée par les forêts. Alors, je voudrais dire autre chose. Si en 1948, nous parlions, comme le faisait Ben Gourion, de l'arrivée de tout le peuple juif, on avait en 1948 un niveau d'environnement qui ne permettait pas de pouvoir recevoir plus que peut-être 10% du peuple juif, peut-être moins. Il n'y avait pas de pluie, le désert représentait 60% de la population, il y avait des zones dans des conditions sanitaires affreuses, comme la vallée qui est considérée comme une vallée extrêmement fertile, donc au centre du pays. Et donc, on avait l'impression que Ben Gourion et l'équipe sioniste étaient des fous. Ben Gourion a utilisé le mot fou en disant que ça aide. Ça aide pour faire ce qu'il y a à faire. Et en fait, le problème était dès le départ de voir comment on allait être capable de créer un environnement qui allait être de qualité supérieure à celle des pays développés pour que, de façon volontaire, le peuple juif qui, en Israël, ne représentait à l'époque que 5%, arrive en Israël. Et aujourd'hui, il représente 45%, grâce, à mon avis, aux problèmes d'environnement qui ont été traités à la racine depuis la création du pays. Alors, étant donné que Véronique m'a expliqué qu'il faut que j'aille plus vite, je veux dire ça de façon plus simple. Écoutez, on a plusieurs problèmes en Israël. Je vais prendre les plus graves. Les plus graves, Israël est au Moyen-Orient. Il n'y a quasiment pas de précipitations exploitables dans tout le Moyen-Orient. Les gens vivent avec à peu près 20 litres d'eau de consommation par jour, alors que dans tous les pays développés, c'est 160, 180, 200. Aux États-Unis, c'est 350. Et il n'y a pas de possibilité avec les précipitations de fournir plus. Et donc, il fallait trouver des solutions pour pouvoir donner à la population et à l'agriculture, puisqu'il fallait être indépendant, et surtout pas être dépendant de boycotts d'ici ou de là, y compris de nos amis, qui régulièrement nous menacent de boycott, et je le dis parce que nous vivons cela tous les jours. Eh bien, il fallait trouver des solutions. Et les solutions qu'on a trouvées en dehors du fait de chercher les techniques particulières, on connaît tous l'irrigation goutte à goutte, c'est d'abord la mobilisation de la population, le fait de dire que c'était une question vitale de réussir le problème et le recyclage généralisé. Et là, il faut que je m'explique. En Europe ou dans tous les pays développés, il n'y a pas de recyclage des eaux usées. Il n'y en a pas. Les eaux usées sont traitées à un prix très élevé d'ailleurs, prix plus élevé qu'en Israël, alors qu'en Israël, on les traite à un niveau beaucoup plus important, et sont envoyées à la mer. Et ça veut dire que des eaux douces vont être envoyées dans un endroit où ils vont être salées, et si on veut les récupérer, ça va coûter très cher. En Israël, les eaux sont traitées jusqu'à un niveau quasi potable. Quasi potable, c'est-à-dire que quelqu'un les boit, il est en bonne santé, il n'a pas de maladie particulière, il ne voit pas de différence. Et ces eaux sont recyclées à 95-96% pour l'agriculture, mais dans tous ces
utilisations. Ce recyclage peut permettre de pouvoir récupérer 600 millions de mètres cubes d'eau par an, alors que nous avons des ressources de l'or, nous avions des ressources de l'or de 1200 millions de mètres cubes par an, et nous avions besoin de 2000 millions. Alors, comment on a fait? Eh bien, on a cherché des plantes qui consomment moins d'eau, on a cherché comment utiliser des eaux salines pour pouvoir développer l'agriculture, et on a surtout fait quelque chose d'extraordinaire. On a cherché toutes les fuites dans les canalisations. Donc, dans tous les pays du monde, il y a des fuites dans les canalisations. En Chine, c'est 50% ou plus. Dans les pays développés, c'est entre 28 et 30%. En Israël, on a réduit ceci à 11% et on continue à le réduire. Et comment on a fait? C'est très difficile de trouver ces fuites. On a développé des solutions originales pour les chercher sans creuser. Bon, et je vais être un peu plus rapide. En parallèle, et c'est ça qui est très très important, nous avons décidé au niveau de la direction du pays et le rôle de prophète principal, c'est Ben Gurion, non seulement de conquérir le désert, mais de le faire fleurir. Quelle est l'idée? Conquérir le désert, ça consiste à transformer une zone inculte, dans laquelle, pour l'instant, rien ne pousse, dans laquelle les gens vont vivre et vont vivre bien. Et le faire fleurir, c'est même, sur le plan environnement, avoir quelque chose de très agréable. L'idée, d'ailleurs, de faire fleurir a été réalisée dans le désert. Et je vais vous montrer après une image où la population aime bien aller régulièrement là-bas parce qu'il y a énormément d'anémones. 25% du Negev a été récupéré comme un territoire normal. Rien qui le différencie entre Kiryat et le sud de Beersheba jusqu'à Yeruham aujourd'hui, ce n'est plus le désert. Plus du tout. Il y a des usines comme l'énorme usine de Intel à Kiryat, il y a des productions agricoles de haut niveau, il y a des universités, des centres de recherche, etc. Et ceci a été fait jusqu'en 1998. Et en parallèle, par exemple, je vous ai parlé du fait qu'il y avait une zone qui était complètement insalubre et qui est devenue une zone de très très grande richesse au centre du pays. Tout a été fait pour pouvoir récupérer toutes les terres possibles. En parallèle, les problèmes de température, nous avons en Israël du conditionnement d'air partout. Depuis très longtemps, toutes les voitures ne peuvent pas rouler sans conditionnement d'air. La plupart des 99%, peut-être 98% des logements ont le conditionnement d'air. Quand on rentre dans un magasin, il y a un conditionnement d'air, etc. Et deuxièmement, nous avons toutes les possibilités de pouvoir chercher à systématiquement trouver des solutions pour le faire moins cher. Et ça a permis, maintenant, à partir de 1990, le pays avait fait un bond au niveau de son niveau de vie. On a eu la possibilité de faire des gros travaux. Et un des gros travaux qui a été fait, ça a été de permettre le passage des oiseaux migrateurs en Israël. En fait, les oiseaux migrateurs passaient avant au Liban. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des guerres civiles terribles au Liban, et ils ont choisi de passer par Israël. Mais les oiseaux migrateurs ont beaucoup d'inconvénients. Ils sont très très nombreux, c'est 1,5 milliard qui arrivent en temps très court. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se reposer. Et nous avons en Israël de très grandes unités d'élevage de poissons.
et personne ne veut que ces poissons deviennent la nourriture de demi-milliards d'oiseaux migrateurs. On leur a créé des étangs spéciaux, partout dans le pays. Ces étangs spéciaux ont des poissons-chats. L'intérêt du poisson-chat, c'est que les oiseaux migrateurs les aiment bien et ils ne sont pas cachers. Personne n'ira les manger. En Israël, d'ailleurs, personne ne vous dit que les gens respectent la Torah, mais personne ne mange de poisson-chat. D'ailleurs, très peu de gens mangent du cochon. Hein. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que la chose est tellement intéressante qu'une partie des oiseaux migrateurs est restée en Israël. Alors que normalement, ce n'est pas un climat. Pour eux, ils s'en vont, ils reviennent, c'est pas du tout. Enfin, c'est assez marrant. Nous avons chez nous maintenant des types d'oiseaux migrateurs particuliers. Le deuxième problème était celui-ci, c'est que pour pouvoir récupérer les terres, nous avions en 1948 besoin d'assécher un marécage qui venait du fait que le lit du Jourdain n'avait pas été traité et donc là-bas s'était accumulé et l'eau créait des inondations et justement des zones qui étaient des zones qui n'étaient pas sanitaires, dans lesquelles les gens avaient la malaria. Et donc on avait asséché des marécages du Choula. Et en 1990, on s'est dit que c'était dommage parce que ça avait joué un rôle négatif sur la biodiversité. On a rétabli une partie du lac de Choula. On a aidé à se développer toutes sortes d'oiseaux adaptés, pas seulement d'oiseaux, des plantes. Et aujourd'hui, le lac de Choula est devenu une zone de climat dans lequel la population arrive, etc. Et donc, nous avions le sentiment à cette époque que nous avions créé un environnement, puisque déjà à l'époque, nous avions à peu près 40% de la population, qui allait permettre, disons, à recevoir de plus en plus de population juive du monde. Au fait, chose qu'on ne sait pas en France, je vis en Israël depuis plus de 40 ans, il ne s'est pas passé une année sans qu'il y ait dans le monde des juifs qui ont été persécutés en tant que juifs et qu'on a dû sauver, sans le dire. Et actuellement, la dernière qui a été faite, c'est en Ukraine, où on a jeté les juifs dehors des deux côtés du conflit en prenant leurs maisons et tout ce qu'ils avaient. Donc, je raconte ça pour dire que le sionisme, contrairement à tous les intellectuels de bon ton qui veulent dire qu'il n'est plus à la mode, non seulement il est à la mode, il est appliqué jour après jour en Israël. Voilà. Et maintenant, si vous voulez savoir ce qui s'est passé après 1998, tu peux juste nous faire un petit résumé. Alors, ça a été vraiment une gifle. Pourquoi? Parce qu'en 1998, brutalement, les précipitations ont baissé de 30%. C'est-à-dire qu'on avait à peu près 12 000 millions de mètres cubes par an, on n'a plus que 850. Et en plus, certaines années. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire parce que toutes les idées qu'on avait eues jusqu'en 1998 avaient été exploitées. On ne pouvait pas plus recycler, plus économiser, plus rechercher des fuites, c'est fini. Les fuites avaient été trouvées, c'était fini. Mais il fallait trouver une quantité énorme d'eau. Et donc, le prophète dans cette affaire, ce n'est pas Ben Gurion, c'est Ariel Sharon. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, parce qu'il était seul, en opposition avec tous ses conseillers, avec tous les experts, entre guillemets, du traitement d'eau. L'expert du traitement d'eau avait un inconvénient considérable, il ne savait rien sur le dessalement. Et donc, il ne voulait en aucun cas que le pays passe au dessalement. Ils voyaient leur carrière
mal se passer. Les autres disaient, eh bien, le prix du dessalement dans le monde est de l'ordre de 65 cents le mètre cube. Nous, notre prix de revient est de l'ordre de 50 cents le mètre cube. Si jamais on fait du dessalement, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'agriculture va crever. Et Ariel Sharon a dit, tout ça, ce sont des paroles de personnes qui n'ont jamais su agir face à la difficulté. Nous allons faire des usines gigantesques qui n'ont jamais été faites dans le monde. Nous allons introduire la concurrence internationale. Chaque usine est de l'ordre de plus de 100 millions de mètres cubes par an, alors qu'à l'époque, elle ne dépassait pas 50, 60, même en Arabie Saoudite. Et nous allons dire à tous les concurrents que celui qui va être capable de nous amener un prix sur 20 ans de l'ordre de 50 centimes le mètre cube, eh bien, il aura des chances d'avoir toutes les 6 usines, s'il tient le coup. Et nous allons vérifier ce qu'il est capable de faire en faisant un système qu'on appelle le BOT, c'est-à-dire qu'on ne lui paye pas sur son investissement, on le paye au mètre cube qui est de qualité. Et on vérifie en permanence le mètre cube sur 20-25 ans. Et on a récupéré des usines de dessalement à 48 cents le mètre cube, pas à 50, à 48, moins cher que le prix de ce qu'on avait avant. Et à partir de là, s'est posé une autre question. Et là, je vais essayer quasiment de finir. Puisque nous avons de l'eau à pas chère, pourquoi ne pas créer un environnement dans lequel les rivières, les ruisseaux ont de l'eau toute l'année, comme en Europe, comme dans les pays bénis par les précipitations. C'était d'ailleurs le rêve de Sharon. Alors, on a commencé, on va en train de créer une nouvelle installation qui n'est pas destinée à produire de l'eau pour la consommation urbaine. On a suffisamment avec les 5 installations autres. Elle est énorme. Elle est là aussi la plus grande du monde, à Sorek 2. Elle est sortie avec un prix encore beaucoup plus réduit, de l'ordre de 42-43 cents le mètre cube, alors que le dollar s'est réduit en Israël, point de vue valeur. Et cette usine va nous permettre de faire ceci. D'abord, de remplir complètement les nappes phréatiques et les eaux souterraines. Deuxièmement, de mettre en valeur la vallée du Jourdain au nord du pays, c'est-à-dire entre le lac de Tibériade et la mer Morte. Et troisièmement, commencer à lutter contre la réduction du niveau de l'eau de la mer Morte. Je voudrais dire à ce sujet que nous avons en face de nous, pour faire ce travail, l'opposition extrême d'une énorme société israélienne, qui s'appelle Kiel, qui, étant donné qu'elle a un monopole dans le monde de produits des engrais, ne veut pas tellement que l'on modifie le niveau de la mer Morte, parce que ça va faire apparaître qu'elle a fait des dommages au niveau de l'environnement de la mer Morte qu'elle sera obligée de réparer. Et que nous avons eu un gouvernement qui, au lieu de la soutenir, comme le font certains gouvernements, l'a menacé de lui retirer sa concession et de faire un appel d'offres international pour donner la concession à quelqu'un d'autre. Et elle a cédé. Et elle a payé 15% d'impôts alors qu'elle ne payait que 2 à 3%. Alors, je dis ça pour dire que non seulement il n'y a pas de situation dans laquelle on a l'État qui impose quelque chose et les citoyens acceptent ce qu'il fait, on a une situation dans laquelle l'État se sent obligé, parce qu'il est surveillé de très près, de pouvoir faire face aux oligarchies internationales. Voilà, j'ai fini.